Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes sur la chaîne Facing Europa Corp, mon nom est Dominique, et aujourd'hui je suis toujours dans la thématique Harry Potter, et je vais développer voilà une chose qui me semble intéressante et qui fait suite un peu, même si ça s'écoute, on n'est pas obligé d'avoir écouté donc la partie sur le miroir du Reset, mais ça fait suite un peu à cela puisque je vais parler encore d'un autre miroir. C'est toujours le miroir du Reset, mais cette fois-ci placé dans la scène où Harry va découvrir Voldemort. Donc souvenez-vous, dans le premier opus, à la fin, Harry, après avoir traversé une succession d'épreuves, notamment une partie d'échecs presque mortelle, une partie d'échecs où Ron va se sacrifier pour lui, eh bien, il va rentrer dans un endroit au cœur du château où trône le miroir du Rised, et face à lui le fameux professeur Quirrell. Alors pour rappel, le professeur Quirrell, c'est le professeur de défense contre tout ce qui est force du mal, et ce professeur a un turban autour de la tête d'ailleurs, hein, et il bégait. Voilà, il bégait, il sourit toujours, il est un peu niais comme ça, apparemment extrêmement gentil, et Harry est extrêmement frappé de le voir parce que jamais il n'aurait pu croire que son ennemi est le professeur Quirrell. Il ne s'attendait pas à ça. Bon, et donc le fameux professeur lui dit, mais d'ailleurs, qui aurait pu soupçonner le pauvre et bégayant professeur Quirrell, évidemment, pour expliquer que c'était un jeu. Alors déjà là, je vais m'arrêter là-dessus. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est une phrase biblique, qui fait l'ange fait la bête. Savoir que souvent le masque de la vertu, hein, le masque de la vertu peut cacher une noirceur profonde. Donc des gens parfois un peu trop vertueux, qui sourient toujours, pour qui tout va toujours bien, qui ont l'air un peu comme ça, timides, etc., etc. Attention, peuvent cacher totalement autre chose. Donc, qui fait l'ange fait la bête. Je trouvais ça intéressant, c'est que parfois le loup est déguisé en agneau. Pourquoi je le dis? Parce que dans le film, c'est très important. Harry finalement se trompe. Il pense que son ennemi, en réalité, son ennemi est le professeur Rogue, qui en effet fait une victime, voilà, coupable tout désigné. Pourquoi? Parce que son accoutrement, c'est du noir. Il est habillé tout en noir. Il a les cheveux noirs corbeaux. Il ne sourit jamais. Il est très, comme son nom l'indique, hein, Rogue, rugueux. Fatalement, il fait le coupable tout désigné, et on ne pense pas au fameux professeur Quirrell qui, lui, dans le comportement est complètement l'inverse, mais cache un double diabolique. Quel est ce double? C'est Voldemort. Si vous vous souvenez de cette scène, il va retirer son turban et là laisse apparaître le visage de Voldemort. Alors, cette scène, elle est intéressante parce que Harry a en face de lui et en même temps le visage réel du professeur Quirrell, mais le visage de Voldemort se reflète dans le miroir du Reset. Et là, il y a une première interprétation qui est à mon avis, vraiment porteuse. C'est que le miroir du Reset, comme vous le savez, fait apparaître les choses que vous désirez. Ce qui apparaît dans le miroir, quand même, c'est le visage de Voldemort. Or, on sait que Harry se pose des questions sur qui il est. On sait aussi que la baguette qu'il partage, enfin qu'il a, est la sœur finalement de la baguette du fameux Voldemort. Et donc il y a quelque chose, il y a un lien entre deux. Donc ça peut signifier, cette scène peut montrer qu'il désire connaître finalement son ennemi, c'est une première chose. Ça peut signifier aussi qu'il y a une partie de Voldemort en lui. Euh, à la fin de la série, on s'en rendra compte en réalité qu'il est une partie, il est un fragment de l'âme de Voldemort. Ça peut signifier encore autre chose. Le fait qu'il ne croise pas directement le regard de Voldemort, qui représente la somme de toutes les peurs, parce qu'on n'ose même pas prononcer son nom, tellement il fait peur, eh bien ça renvoie à une mythologie plus ancienne, qui est la mythologie en relation avec la Gorgone. Alors, vous savez que Méduse, euh,
qui croise le regard de Méduse est pétrifié sur place. On va retrouver la même thématique d'ailleurs avec le fameux serpent dans la chambre des secrets, le fameux basilic, qui fige sur place la personne qui croise son regard. On est pétrifié de peur. Eh bien, c'est exactement la même chose ici. C'est-à-dire que dans le fond, il ne croise pas le regard directement de Voldemort. Donc quand il lui dit « nous voilà », à nouveau face à face, c'est vrai et c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'ils se regardent dans le miroir. Ce qui est intéressant, c'est que dans la mythologie, Persée ne pourra trancher la tête de la Gorgone que en regardant le reflet de la Gorgone dans son propre bouclier. Il va se servir de son bouclier pour pouvoir voir où se trouve la Gorgone et pouvoir lui couper la tête. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas affronter directement la somme de toutes ces peurs. Il faut, si vous voulez, une forme de prisme. Notre cerveau fonctionne comme ça. Si on devait affronter directement la somme de toutes nos peurs, on est tétanisé. Montée d'adrénaline, etc., qui peut figer les muscles d'ailleurs, c'est le rôle physiologique de l'adrénaline, on est complètement tétanisé, on est transformé en statue de pierre. Et c'est exactement la même chose. Donc, par peur d'être foudroyé, dans le fond, il nous faut un prisme. Et ce prisme, parfois, c'est... on peut utiliser des formes de prisme. Vous savez, si vous regardez un film d'horreur, à des prismes, c'est votre main. Vous allez regarder de manière un peu au travers des doigts. Vous voyez, vous servez en fait de vos doigts pour filtrer l'information. Parfois, ça peut être un système de défense aussi, comme le « c'est pas vrai ». C'est pas vrai, il n'est pas mort. Vous voyez, c'est un filtre aussi, c'est le miroir. On ne peut pas directement affronter la somme de toutes ces peurs, de toutes ces angoisses directement. Donc il y a des filtres, il y a des boucliers qui permettent, si vous voulez, une forme d'interface entre nous et le monstre, entre guillemets. Donc c'est intéressant aussi de voir que finalement, Harry pourra ruser et terrasser Voldemort, mais en le regardant dans le miroir, pas face à face réellement. Donc ce jeu de miroir est très très porteur. C'est son propre reflet, c'est aussi le reflet peut-être de ce qu'il porte en lui, donc je l'ai dit, Voldemort, etc. Mais il y a encore autre chose qui est importante. À un moment donné, Voldemort veut la pierre, la fameuse pierre philosophale, et il va essayer de tenter Harry. Et il va faire apparaître ses parents dans le miroir et lui dira « Est-ce que tu ne veux pas revoir tes parents? Est-ce que tu ne voudrais pas les revoir? Ensemble, on peut réaliser ça, c'est-à-dire on peut les faire ressusciter. » Alors ça, c'est une thématique aussi très très ancienne qu'on retrouve d'ailleurs dans le mythe de Frankenstein. Le professeur Frankenstein, c'est de vaincre la mort, donc ressusciter les disparus. Souvent, ça part d'une grande peur, d'une grande angoisse, qui est l'angoisse de mort. Évidemment, si on pouvait ressusciter les morts, ce serait un pouvoir énorme, ce serait presque un pouvoir divin. Or, en Grèce, par exemple, dans la mythologie, on dit toujours attention, péché par hubris, c'est le plus grand des péchés, parce que vous prenez pour Dieu, et lorsque l'homme se prend pour Dieu, ça devient extrêmement dangereux. Il va tout droit à sa perte. Donc, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit très bien Harry, dans le fond, qui aimerait revoir ses parents. Et le personnage tentateur, le serpent, souvenez-vous, dans la Bible, c'est bien le serpent qui va tenter Ève et Adam, va tenter les deux en réalité, et va semer le trouble. Eh bien, c'est exactement la même chose ici. Le serpent, le chef, le leader de Serpentard, dans le fond, va tenter Harry. C'est pas la première fois qu'il est tenté, puisque Drago Malfoy, Drago va le tenter sur le parvis de Poudlard en lui disant suis-moi, moi je sais te conseiller au niveau de tes amis, ne prends pas n'importe qui, moi je suis de bon conseil. Ce à quoi Harry lui répondrait qu'il sait très bien sélectionner ses amis. Voilà, donc il ne se laisse pas tenter et refusera de serrer la main de Drago, intéressant, Drago, ça veut dire serpent aussi. Et on va retrouver chez Voldemort bien le refus catégorique de ramener ses parents à la vie, parce qu'il sait très bien ce qu'il en coûtera, c'est-à-dire le retour de Voldemort et le retour de la terreur. Et il ne veut pas plonger là-dedans. Donc on n'arrive pas à le corrompre. Même si ses sentiments sont mis en jeu, il arrive à prendre de la distance. Et il gardera la pierre philosophale
donc la recherche de la sagesse, c'est ça, philosophie, il gardera cette pierre, et donc il triomphera évidemment de Voldemort. Voilà, je pense, un principe intéressant à garder en tête, c'est pour rester finalement intègre, il faut éviter de se laisser submerger par ses sentiments, même si on a envie, très très envie de certaines choses, mais si on sait que nos envies peuvent détruire, eh bien, on se doit de pouvoir leur résister. Et donc, là encore, c'est un peu le culte de la vertu qui prend le dessus. Le héros doit être vertueux, parce qu'autrement, bah, il n'est pas le héros. Il redevient un homme totalement normal, avec ses bassesses, etc., etc. Bien exprimé d'ailleurs dans comment vais-je dire, par sa première famille, hein. Et on voit très bien qu'il doit lutter contre ça. Autre chose, c'est quand vous vous regardez dans le miroir, ne confondez pas la réalité avec vos projections, hein. C'est vraiment cette idée. Lorsqu'il voit ses parents, ce sont des projections, ce n'est pas une réalité. Bon, lorsqu'il voit son double maléfique aussi, ça peut être interprété comme ça, c'est une projection, ce n'est pas une réalité. Ce n'est pas nos projections qui nous définissent. C'est ce que l'on choisit de faire. C'est on juge l'homme à ses actes, dans le fond. C'est vraiment ça. On juge l'homme à ses actes et pas simplement à ses projections. Donc, voilà ce qu'on pourrait retenir de cette scène. Je pense qu'il y a matière à réfléchir. Et donc, bah, je vous invite à méditer sur tout ça. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Dites-moi ce que vous voyez.